Bonjour Isabelle. Bonjour Iban. Merci beaucoup de m'accorder ce temps aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir. Pour commencer notre petite entrevue, je voulais savoir si tu pouvais te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas. Se présenter, hein, c'est toujours pour moi une grande... Mais mon nom, Isabelle Poirier, artiste en danse. Hein? Parfait. Je voulais commencer un peu à parler de ton parcours d'interprète. Tu as travaillé avec la compagnie Marie Chouinard pendant 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et je voulais te demander, quand tu repenses à cette période aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus transformé? Et aussi, qu'est-ce que tu retiens de ces années au sein de la compagnie en tant qu'interprète? Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé avec eux sous différentes formes, mais plus cet aspect. Mais ce que je retiens, c'est vraiment mon corps pouvait être... j'ai compris que je pouvais le transformer, que mon petit corps pouvait devenir quelque chose de plus lourd, quelque chose d'animal. Je pouvais aller vraiment dans toutes sortes de facettes. Fait que c'était de dépasser l'apparence, puis de devenir vraiment à cause de l'interprétation, à cause de ma respiration, à cause des sons, à cause du contenu du travail de Marie, je pouvais m'inventer être un faune, je pouvais devenir un dragon, je pouvais devenir un enfant, je pouvais devenir un vieillard. Fait que cette espèce de transformation-là, pour moi, a été une source de tellement d'inspiration, puis de tellement de joie d'être dans cette création-là infinie de soi et en même temps du monde. Puis c'était pour moi une soif aussi envers mon autre métier d'enseignant, c'était d'amener cette porte-là aussi, cette clé-là, cet univers de la transformation toujours possible, peu importe le corps qu'on a, peu importe l'âge qu'on a, avec les portes que je venais ouvrir par le travail de Marie. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué que tu pourrais nous partager? Il y en a tellement. Pour moi, ce qui a été un jour très révélateur était de voir Marie devant moi se lever et se transformer pour moi en dragon. Puis là, j'ai fait « OK! » J'ai dit « Un humain peut vraiment, oui, faire des mouvements, mais en même temps incarner avec une intention, avec une force de frappe, avec quelque chose d'autre aussi. » Fait que je pense que c'est... pour moi, c'était un des souvenirs les plus frappants de transformation. Puis après, pour moi, ça a animé une recherche ou une espèce d'amour tête chercheuse de moi, comment fouiller dans ce terreau-là, comment m'ouvrir à... Puis un de mes plus grands souvenirs aussi, ça a été de faire le faune, qui est tellement loin de moi physiquement, mais pourtant qui m'a tellement... je me suis amourachée de ce personnage parce qu'il m'a appris énormément. Il m'a appris que je pouvais faire ce solo. Je me voyais pas comme une soloiste. C'était vraiment quelque chose que je pensais vraiment être quelqu'un dans le groupe, en duo. Fait que de me reconnaître comme avoir un espace en moi seule, ce qui est très troublant aussi. Une solitude, moi je disais toujours c'est une insoutenable solitude, mais ça me montrait souvent où repousser les choses. Puis le fond pour moi a été comme un grand professeur, ouais, un grand professeur pour de comment être sur scène, cette solitude-là, mais incarner aussi presque un personnage de théâtre où on me reconnaissait pas. Ouais. Fait que j'ai beaucoup aimé faire cette danse où on me reconnaissait pas. Ouais. Ouais. Et pour continuer sur ça, dans ton entretien en ligne avec Sophie Michaud, que tu as fait en 2018, tu parles que le travail de Marie t'a poussé à trouver des choses en toi que tu ne soupçonnais pas avoir, comme tu viens de nous dire. Et je voulais savoir,
plus précisément, comment tu as fait pour trouver ces choses-là? Qu'est-ce qui t'a amené vers le chemin de te transformer en quelque chose qui n'est peut-être pas toi? Comment tu as poussé tes limites pour arriver à interpréter cette pièce ou ces pièces? Ben, tu sais, je me rappelle les premières fois que j'ai auditionné pour Marie, j'avais un immense goût de faire une danse qui, je disais, criait, dans un sens qui repoussait la forme, qui me donnait accès à pas juste un visage doux, mais qui m'amenait à incarner autre chose. Et c'est probablement en moi. C'était déjà, sauf que je voulais une voix pour ça. Puis le travail de Marie m'a permis, a poussé comme comment incarner ma voix, qui est tout petite, hein, une petite voix, mais avec tout le travail vocal de comment aller comme beaucoup plus profondément, aller respirer d'une autre façon, puis que ça m'amène aussi à utiliser un vocal qui est différent sur scène. Elle m'a amené à faire Stab, qui est miké du début à la fin, qui est un solo, t'es toute peinturée en rouge avec des souliers métalliques, puis ta voix et la musique, fait que c'est toutes sortes de sons un peu étranges, mais j'aimais, je pense, me perdre dans ces possibilités-là. Puis j'aimais être toutes ces choses sur scène. Pas besoin d'être ça dans ma vie, mais j'aimais cette possibilité de pouvoir être toutes ces étranges choses en dehors. Fait que, parce que c'est moi aussi. C'est moi aussi, mais dans ma vie de tous les jours, ben, disons que Stab est plus calme et le fond est plus calme. Mais comme interprète, j'aimais cette possibilité-là de pouvoir comme, m'enrubanner d'un imaginaire que je faisais mien, puis qui était rendu moi sur scène. Puis l'accès, c'est ça, à la voix, ça m'a appris énormément. Ça m'a donné des clés pour ça dans le travail de Marie. Le fait aussi qu'elle nous poussait vraiment comme interprète solo, parce que quand je suis rentrée, c'était vraiment la période solo 1978 à 98, fait qu'on remontait, on était 3 personnes à remonter des solos de Marie. C'était comme une période assez... c'est là aussi que j'ai embarqué à un moment donné à faire le fond, Stab, la danse sans nom qui était le pipi sur scène. Ça aussi, c'était quand même quelque chose. Fait, ouais, souvent je nomme juste ça à des étudiants, oui, que j'ai pissé sur scène, puis ils sont comme... Ah! Mais c'est ça, pour moi, c'était aussi historique. Cette danse-là est très marquée dans l'histoire, au faux-faune électrique, puis c'est très, très beau, cette danse, parce que tu as une petite robe blanche, tout est fait très délicatement, mais en même temps, c'est un très beau clin d'œil au corps humain. Boire de l'eau et tout de suite pisser. C'était un peu, c'était sa danse des organes. Mais ouais, j'ai toujours aimé cette capacité-là de Marie de prendre avec élan le vivant et la matière et cette espèce de joie d'être dans la création. Puis pour moi, ça m'amenait comme artiste aussi, interprète, parce que c'est beaucoup du travail où son écriture est dans un cadre, mais on peut être libre dans ce cadre-là. Fait que pour moi, j'ai grandi en étant libre aussi dans ce cadre-là, de pouvoir être moi aussi chercher, moi aussi proposer, moi aussi inventer. Alors, tu nous parlais rapidement, je suis curieux de savoir, tu nous parlais un peu de l'audition que tu as fait pour Marie. Oui. Je suis curieux de savoir si tu peux nous en dire quelques mots de comment ça s'est passé. Ah ben, c'est ça, à ce moment-là, on était toujours, tu sais, dans les 100, 120 personnes avec le petit numéro. Puis la première fois que je l'ai fait, je me souviens, j'ai été comme tout de suite presque enlevée dans les pliés. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, deuxième fois, je suis retournée. Puis je suis restée jusqu'à la fin, mais c'était une très longue audition. On est passé comme d'une centaine à peu près à 8, ensuite à 4. Puis ensuite, ces 4-là, il fallait passer du temps avec Marie un à un, à juste générer
notre travail, à juste voir comment on collaborait. Puis je me souviens qu'à la fin, elle m'a dit, ben t'es dans la compagnie. Puis j'ai sauté dans ses bras comme un petit singe, avec zéro comme... c'était juste une candeur de joie, là, comme de « Ah! Enfin! Enfin! » Puis elle riait parce qu'elle dit, quand je lui ai dit, j'ai déjà fait une audition pour toi, puis elle se rappelait pas du tout. Elle se rappelait pas du tout. Elle dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est terrible des auditions parce que c'est ça, des fois tu remarques, des fois tu remarques pas. Puis c'est toute là l'absurdité des fois des auditions. Je me dis, on peut tellement des fois à un instant voir quelque chose de bien, puis des fois voir quelque chose de moins bien, tout dépendant où notre regard est amené. Puis c'est un peu ça aussi pendant les spectacles, je trouve. Et mon métier de répétitrice. J'essaie de toujours me rappeler d'avoir comme cette espèce de vision très large, moins pointue. Tu parles aussi beaucoup de ton rapport avec les mots. Un travail notamment, par exemple, que tu as fait avec Louise Bédard aussi, où tu as développé tout un lexique de mots. Alors, je voulais te demander si tu pourrais me décrire l'interprète que tu n'es pas. Ben, je suis pas l'interprète acrobatique. Ça, c'est pas moi. Je l'ai été en gymnastique, mais c'est drôle. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose. Je me dis, tiens, maintenant, quand je vois tout le travail, hip-hop, tout ça, c'est quelque chose que si la réincarnation se fait, j'aimerais pousser toutes ces capacités d'être désaxées dans l'espace. Puis je ne suis pas quelqu'un qui a l'air... j'ai pas un look très flash non plus. Je me dis, j'ai l'air un peu normal. Je suis un interprète qui est pas très typé wow, là, je sais pas. Des fois, je regarde des interprètes puis je fais comme aïe, déjà, il y a comme une force de frappe. Ma force de frappe est vraiment comme dans la façon que j'ai pu incarner comme une veilleuse par en dedans. Mais c'est ça, je pense que je ne suis pas cette interprète qui tout de suite va vraiment comme avoir cette espèce de force frappante et qui ne travaille pas acrobatiquement nécessairement. Ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir perdu dans trop d'informations qu'on te donnait pour interpréter un rôle? Et si oui, qu'est-ce qui t'a aidé à revenir à quelque chose de plus clair et à rester central avec toi-même? Ben, je sais que pour le processus avec Louise Bédard, on avait peu de temps pour monter comme tout le solo des cartes postales de Chimère. Fait qu'on était vraiment, c'était assez rapide et fallait vraiment comme prendre énormément de matière. Louise, c'est quelqu'un qui, pendant 75 minutes, elle a créé. Il y a une partie, à un moment donné, je me souviens, elle nous avait regardé, moi et Lucie Vigneault, puis elle a dit « là, ça va être une partie d'impro. » Puis là, j'étais comme « enfin », parce que moi, je viens quand même avec Marie, on travaille des fois avec des partitions qui sont assez libres, des fois une séquence assez serrée, mais des fois, je peux être libre dedans. Puis là, je me disais « all right, j'ai un petit temps impro », mais c'était 16 comptes. Fait qu'on avait ri. Fait que pour moi, c'est ça, toute cette surenchère de détails super précis. Autant, je trouvais ça comme tellement un beau défi, puis je montais une montagne. Je savais que c'était une montagne épouvantable à monter, mais c'était un défi qui me changeait, qui me transformait, puis je me disais « go ». Mais il y avait une surenchère de vocabulaire. Fait que moi, mon truc, ça a été de me prendre du temps à part pour vraiment dans un studio, puis je revisais les choses tout seul parce que j'avais besoin de ce temps plus calme en moi pour trouver mes chemins, puis trouver comment moi je l'incarnais, parce que c'était une reprise, c'était du répertoire, fait que c'est sûr qu'au début, tu veux faire pareil. Fait que là, comment mon corps, moi, me permettait d'aller faire ça, fait que de trouver comment les rouages se faisaient, fait que j'avais besoin de temps. Fait que puis de temps seul.
ouais, sans regard, juste calme avec moi. Fait que ça a été mon truc pour vraiment pouvoir garder le rythme, puis ouais, ouais. Suivre la machine de Louise Bédard. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour parler un peu plus de ton aspect d'enseignante, je voulais te demander, quand tu enseignes à un interprète aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches réellement à développer chez lui? Ou c'est quoi pour toi ta mission d'enseignant? Ben, j'en ai comme quelques-unes, mais c'est surtout qu'il soit bien, qu'il soit groundé, qu'il apprend à se faire confiance, qu'il se développe à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est une autre très grande capacité à avoir. Fait que pour moi, c'est de vraiment établir quelque chose où il s'ancre dans son ressenti, et dans son savoir, qu'il y ait une confiance dans ses propositions, mais aussi qu'il crée à partir de ses unicités, qu'on vienne vraiment comme réenchanter, enchanter tout ce qui est unique dans sa façon de mettre en œuvre la pièce. J'aime beaucoup travailler à ouvrir des clés aussi pour... Des fois, il y a des pensées où on se dit « Ah, moi, je ne serais pas capable de faire ça », mais d'essayer d'ouvrir à autre chose, parce que moi aussi, je ne pensais pas être capable. Les premières journées chez Chouinard, je pensais que je dansais quelque chose d'étranger. Je n'avais jamais dansé ça, puis je me sentais complètement incompétente. Mais c'est par ça, souvent, qu'on se découvre. Fait que pour moi, c'est un peu mon leitmotiv, des fois, de faire du texte, ben, je vais l'offrir à vraiment tout le monde pour même si quelqu'un pense que je ne serai jamais capable de faire du texte, tu peux être capable. Un interprète est capable. Un interprète est capable de... Je me souviens même, quand j'avais remonté à Naples, Chopin, il y a une section où on pleure. Puis j'avais Alfonso, que j'aime bien renommer de temps en temps. Alfonso m'avait dit « Isabelle, les Napolitains ne pleurent pas. » Puis là, j'avais dit « Alfonso, un interprète pleure, est capable de pleurer. » Fait que tu sais, de juste voir comment on peut s'ouvrir à des possibles. Ça, c'est mon autre dada un peu. Ouais. Mais surtout aussi d'être bien. Je trouve que c'est important. C'est important de faire une carrière en danse et d'être aussi un citoyen du monde, groundé, et qui est bien. Ouais. C'est peut-être utopique, là, mais comme façon de dire que je peux enseigner ça, mais j'aime établir ça dans un milieu de travail. Ouais. Mais du coup, tu parles d'être bien, mais en même temps de se pousser à dépasser ses limites. Et je me demande, ça me vient une question qui me vient là, c'est quoi pour toi la limite fine entre la zone de confort et là où tu te sens plus bien, où tu dépasses tes limites, ou après tu vas trop loin et que c'est trop pour toi? Tu sais, dépasser ses limites, tu sais, c'est les limites qu'on se met souvent. Tu sais, quand je parle de ces limites-là, c'est souvent d'une perception de soi qu'on a. Mais de dépasser des limites qui sont comme hors de ses capacités, ça, j'irais jamais là pour moi et pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est de repousser ses possibles avec un engagement qui est dans le travail, puis qui est d'une façon qui n'est pas dans un pyramidal, tu sais, où je vais pas comme... Mais c'est une exigence qui se crée ensemble. C'est comme une façon d'être dans le meilleur de soi-même ensemble, toutes les deux dans le travail, d'être dans la tâche. Moi, je le dis souvent, c'est de s'arrimer à ce moment, au présent. Puis le décès de mon père m'a un peu réenseigné ça, que c'est vraiment dans le moment concret. C'est dans cette... plus on est concentré dans ce moment, plus de grandes choses se produisent. Puis je trouve que c'est la même chose pour enseigner. D'être arrimé vraiment à cet instant, puis que l'élève qui va devenir artiste en danse professionnelle soit aussi de plus en plus capable à être conscient d'être dans ce présent. De ne pas être tout partout, mais d'être vraiment à fond dans le travail. Ouais. Fait que je pense que c'est de là que j'aime vraiment qu'on morde dans le travail, parce que c'est là qu'on se forge, c'est dans le présent. Fait que quand je suis là dans l'enseignement, c'est ça, c'est
d'être capable d'être total dans ce moment, qu'on peut transcender puis porter après. Ouais. Mais, ouais, j'irai jamais hors d'une zone de confort de quelqu'un. Tu sais, moi, je dis toujours, même au niveau des images, si un chorégraphe te demande telle chose, puis l'image te secoue, on est toujours libre de choisir autre chose, puis qui peut avoir l'air de la même chose. Notre imaginaire, pour moi, c'est notre plus grande liberté. Fait que d'être capable aussi de transformer ces mots pour pouvoir continuer, mais sans se heurter. Puis on a toujours la possibilité de dire non à quelque chose. Ouais. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu attends d'un étudiant? Ben, je m'attends pas à rien. Je sais pas comment dire ça. J'attends la rencontre, c'est sûr. J'espère la rencontre. J'espère par ma capacité d'être là, pouvoir être dans la rencontre, pouvoir ouvrir des clés. Je me vois plus comme quelqu'un qui ouvre des portes dans le sens de trouver des façons de faire, des façons qu'on cherche ensemble. J'aime me mettre à la place de l'interprète élève parce que... Puis troisième année, pour moi, je dis toujours, vous êtes comme ma compagnie. C'est... Les murs sont poreux dans le sens que la vie d'artiste professionnel est demain. Fait que je vous prends vraiment en troisième année comme ça. Fait que pour moi, c'est d'être dans la rencontre simple, puis en même temps puissante parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Pour revenir aussi un peu à ton rapport aux mots, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce que les mots permettent que le geste seul ne peut pas transmettre? Et après, inversement, qu'est-ce que le geste permet que les mots ne peuvent pas transmettre? Ben, je sais qu'avec... quand on travaillait avec Louise Bédard, c'était beaucoup... Louise nous avait demandé pour ce solo-là des choses dernières... pas les choses dernières, ça c'est Lucie Grégoire. Carte postale de Chimère, elle nous avait demandé qu'est-ce qu'elle veut, comment elle va y arriver, pourquoi. Puis à chaque section, on avait à développer un lexique de verbes positifs. Qui n'était pas négatif, puis vraiment de juste s'arrimer à ça, à ces mots-là. Puis j'ai découvert, au début, je me disais, comment les mots vont aider mon mouvement? Mais en même temps, en faisant le spectacle, je me suis tellement rendu compte que ces mots-là étaient comme un moteur, un moteur de mes intentions, puis un moteur qui m'aidait dans ma fatigue. Fait que quand je me sentais vraiment comme au bout du bout, le verbe surgissait comme par magie, ou probablement pas parce qu'on avait tellement répété aussi ce lexique-là. Puis elle nous avait vraiment comme amené à développer pour chaque partie. Puis je me suis dit, ça l'a amené comme une profondeur, un ancrage dans les intentions, que peut-être le mouvement gardait plus inconscient. Mais le fait de le mettre sur papier, de le mettre dans ma tête, il y a comme des intentions qui sont devenues très conscientes. Et cette conscience-là amenait probablement plus une concentration, pour l'interprète, une force de frappe à certains endroits qui était plus juste, j'imagine, j'espère, parce que pour moi, il était plus clair. C'était vraiment plus clair, puis ça m'a sauvée à plusieurs moments dans la pièce où je sentais que là, j'étais fatiguée, parce que c'était assez épuisant. Puis là, les verbes, fait que des fois, les verbes, pour moi, les mots, déposent des intentions dans l'espace, d'une autre façon que le geste. Des fois, on peut avoir des gestes qui sont faits, mais de se demander l'intention, pour moi, amène dépose une concentration, comme une force de frappe dans la présence. Puis je pense que les mots aussi peuvent être, autant que le geste sont très politiques, mais les mots aussi, savoir mettre en mots
est très important pour un danseur, pour un interprète, pour un artiste en mouvement, parce que c'est là aussi qu'on peut échanger dans un processus de création. C'est là qu'on peut échanger avec nous-mêmes aussi pour approfondir un rôle, mettre sur papier, tu sais, une pensée, une façon de... les mots, pour moi, enracinent des sentiments, des intentions, puis les mots indiquent des clés à ouvrir. Fait que pour moi, ils sont vraiment aussi extrêmement importants. En enseignement, j'aime beaucoup des fois demander c'est quoi pour eux leur pensée, pour juste aussi être dans cette espèce de... C'est pas accessoire. Oui, on travaille le corps, mais le corps, c'est des mots aussi, c'est une voix. J'ai une voix dans mon corps, mais j'ai une voix aussi, une pensée par mes mots. Ouais. Je voulais parler aussi du travail que tu fais en CHSLD. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers ces établissements? Ben, c'est une longue histoire. Parce qu'à 18 ans, moi, je me rappelle, j'étais ici, puis j'allais comme bénévole, ça s'appelait la Place Vermeille, j'allais visiter des personnes âgées qui étaient toutes seules. C'est vraiment comme c'était un leitmotiv dans ma vie. On dirait que j'avais besoin d'être hors d'une monoculture dans ma vie, de la douance, si on peut, du corps, passer à une vulnérabilité, à une fragilité qui probablement me reflétait ce que je suis aussi. Il y a un côté très vulnérable en moi, comme dans chaque être humain, mais que j'aimais rencontrer beaucoup pour m'équilibrer. Fait que dès le départ, ce travail-là social était important dans ma vie. Ça me donnait des bases, ça me donnait comme aussi une joie, une espèce de sentiment que je pouvais apporter quelque chose d'autre aussi, réfléchir à autre chose, réfléchir à ma propre vulnérabilité, à mon propre vieillissement du corps, à ma propre finalité. Fait qu'après, je me suis engagée comme dans des CHSLD comme préposée aux bénéficiaires. Fait que j'ai eu une formation à 18 ans encore, jusqu'à 23 ans. J'ai travaillé en CHSLD comme préposée. C'était mon travail en plus de danser. Fait que je prenais mes cours ici, puis j'allais, c'est ça, laver les corps, donner à manger, être avec eux. Puis ça m'apprenait énormément. Fait que c'était, d'une façon, on cherche, puis en même temps, on est égoïste dans nos... mais ça manquerait dans ma façon de pulser mon corps. On dirait que j'étais encore plus reconnaissante de le moment maintenant où je pouvais courir, où je pouvais manger tout ce mouvement, puis d'aller comme laver un corps qui était presque plus en mouvement, me ramenait à cette reconnaissance-là, puis de comment moi, je pouvais apporter peut-être un réenchantement dans ces lieux-là. Puis après, bon, là, je suis rentrée chez Chouinard, moins possible de tout faire ça. Fait que quand j'ai vu par après le travail d'Ariane Boulet, ça a été la personne que j'ai contactée dans ma vie. Ça a été comme un espèce de cri du cœur. J'ai vu son travail, j'ai fait j'ai vraiment besoin d'être là. Si tu as une place, fait que là, ça donnait bien. Il y avait une place, fait que j'ai suivi en CHSLD. Fait qu'on fait un travail qui est vraiment sur le mouvement et on réenchante les corridors, les chambres dans les unités prothétiques. C'est là où tu as des gens en troubles neurocognitifs, beaucoup. Des fois, c'est aussi les handicaps, mais c'est beaucoup des gens qui... Alzheimer, avec d'autres troubles, corps de Lewy, d'autres choses, mais on est vraiment là pour voir qu'est-ce qui est possible en co-création avec eux. Fait que, puis pour moi, c'était de pas juste être moi, la jeune personne qui se met en mouvement, mais qui est plutôt en présence avec cette personne-là qu'on rencontre de chambre en chambre et de voir qu'est-ce qui est possible. Fait que pour moi, c'était cette
création-là. Moi, j'appelle ça toujours ma petite place des arts. De rencontrer des gens vulnérables, mais de mettre une lettre de noblesse à leur vieillissement, puis à ce lieu-là, en étant dans du vivant, puis en se rencontrant, puis en se voyant, et en étant dans souvent une communication qui est non-verbale. Le fait d'être interprète, ben on a travaillé beaucoup ça. Puis la communication non-verbale, c'est 55% de notre communication. Fait que je me dis, puis toute leur vie, ces gens-là veulent être dans le vivant et dans la communication. Fait que pour moi, c'était d'être là pour eux. C'est super important. Puis je suis... En ce moment, c'est comme une année où je remplace Ariane parce qu'elle a eu un bébé. Fait que c'est un autre... c'est drôle de tout... que je la remplace cette année à direction artistique puis de la formation. Mais c'est ça, pour moi, je vais être artiste en mouvement pour mouvement de passage toute ma vie, si je peux. Puis là, on engage des aînés. On a comme un nouveau projet, on espère que ça va fonctionner, où on a des gens de 70 ans et plus, des grands danseurs comme Marc Boivin, Linda Rabin, Lucie Grégoire, Hélène Langevin qui viendraient avec nous en CHSLD faire le mouvement de passage. Ouais. Fait que non. Tu nous as un peu parlé de ça, mais je voulais savoir aussi comment cette réalité-là et ce travail-là, ce partage-là, ça a pu changer ta compréhension ou ta relation à la danse et le mouvement, et aussi peut-être ton enseignement. Comment est-ce que ça t'a influencé à... Oui, parce que ça me donne toutes sortes d'autres exemples. Ça me rend tellement comme... il y a des rencontres qu'on fait là incroyables. Puis c'est rare des spectacles. C'est pas des spectacles qu'on fait. On n'arrive pas avec une proposition X, mais c'est vraiment avec eux, on crée quelque chose. Puis c'est tellement profond que ça m'arrime encore avec l'idée d'être tellement dans le présent. Puis de dire oui à la proposition qui est là. Fait que pour moi, dans l'enseignement, c'est ça aussi. J'arrive dans le présent, puis de ressentir c'est quoi la proposition du moment. Fait que ce travail-là me ramène toujours à ça. Parce que c'est eux, veut pas. Tu sais, mon papa a été 3 ans en CHSLD. On le sait que c'est souvent la dernière période, leur dernière maison va être en CHSLD. Fait que c'était pour moi aussi de reconnaître, dans mon vivant, dans mes capacités maintenant, de transférer ça aussi même peut-être à l'école, de voir comment c'est précieux notre temps, notre temps maintenant, et d'être... moi, c'est ça, je me dis à chaque jour, c'est précieux, mon temps, que j'ai encore de pouvoir être dans ces grandes capacités comparé à ce que je vois beaucoup en CHSLD. Fait que ça me ramène toujours à le temps que j'ai en ce moment. Puis je dis toujours que c'est comme les changements climatiques, c'est un peu, on le voit pas, hein? Ça se passe, mais on se dit que ça se passe pas. Mais c'est un peu ça aussi le vieillissement. Ça se passe énormément, rapide chez nous, mais on le voit pas tout le temps parce qu'on est dans une... Tu sais, on est entouré de jeunesse du mouvement, d'être capable de bouger. Fait que tu sais, il y a comme cette espèce d'illusion-là. Puis pour moi, des fois, ça vient juste me faire comme... Quand je rentre en CHSLD, c'est mon wake-up call. C'est toujours mon espèce de « Hey, ouais, c'est là un temps. Profite, puis sois présente à cet instant. » Fait que c'est un peu ça que ça me fait à chaque fois. Puis j'essaie de transférer cette espèce de joie, puis du jeu, puis du plaisir, puis parce qu'il y en a aussi en CHSLD, parce qu'ils veulent être aussi vivants encore. Mais non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment de transférer cette reconnaissance-là, que j'ai du temps avec... quand je viens ici, à l'école, ou que je transfère en CHSLD, c'est ma joie aussi d'être encore là, mais avec eux,
qui ont tellement besoin de présence parce qu'il y a beaucoup de temps de solitude en CHSLD. Ouais. On arrive presque à la fin, Isabelle. Euh, Avant-dernière question, je voulais te demander, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ben, elle est juste derrière toi. Ouais. C'est Candice Loubert qui m'avait vraiment... elle m'a dit une phrase qui va me rester toute ma vie. J'ai toujours eu ce côté-là très vulnérable, très fleur de peau, qui peut me perdre aussi, mais aussi une force, une volonté. Fait qu'elle me disait, Isabelle, équilibre ta force avec ta fragilité. Fait que pour elle, c'était comme une belle porte à être fragile, parce qu'un interprète, ça doit d'être fragile, c'est ça qu'elle me disait. Mais un interprète doit être fort. Et tu te dois d'être forte. Fait que c'est pour ça que je dis toujours, c'est sa phrase qui m'habite toujours. Avant un show, ce droit-là d'être fort et en même temps d'être fragile pour laisser comme une fenêtre s'ouvrir ou permettre au monde de rentrer en soi. Fait qu'en CHSLD, c'est super important. Je dois être cette rentrée, laisser entrer, mais en même temps, je dois aussi être forte parce que ça peut secouer beaucoup. Fait que non, sa phrase, elle reste pour, je pense, toute ma vie. Donc, dernière question, je voulais te demander si tu as des partages ou des recommandations à nous faire culturelles. Ça peut être un film que tu as vu récemment, un livre que tu as lu, un spectacle de danse, une exposition, un documentaire, n'importe quoi que tu voudrais partager. Ça peut être plusieurs choses ou une chose qui t'a marqué. Wow, il y en a tellement. C'est toute une question. Des fois, je dirais, moi, c'est de voir aussi... Tu sais, oui, moi, les livres, tout ça, moi, je lis beaucoup, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est comme... c'est presque maladif. Claude, il me dit toujours... mais ça m'embarque les mots, ça me donne des images. Fait qu'en ce moment, je lis beaucoup. Puis ça, il faudrait que je regarde mon téléphone parce que c'est un nom très complexe islandais. Odur. Ouais, un de mes livres, c'est une autrice que j'adore. C'est Odur Ava Olfdottir. Hein? Ça se passe en Islande, c'est souvent très lent, très imagé. Il y a des phrases qui sont comme des métaphores, puis qui t'embarquent. Des fois, je peux juste finir là-dessus, puis fermer le livre, puis contempler. Fait que ça m'amène à beaucoup contempler et réfléchir sur des états de corps, mais de pensée aussi. Fait que j'aime beaucoup cette espèce de jeu entre raconter quelque chose, mais aussi être dans presque une sensation dans ma pensée et mon corps. Fait que c'est une autrice qui m'amène beaucoup à contempler. Puis je trouve que mon père, que je manque énormément, m'amenait beaucoup à contempler aussi, parce qu'il était rendu avec son Parkinson très lent. Donc, des fois, on pouvait observer une fleur pendant 1 heure. Et ça, pour moi, c'était très inspirant aussi. Prendre le temps. Fait que j'ai pris des cours de cueillette en forêt pour ça, en hommage aussi. Je me suis dit de prendre ce temps dans les petites choses me fait du bien, de reconnaître ce qui est là dans la nature, puis de juste prendre un petit truc. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, étrangement. Fait que le petit, dans la cueillette, dans une activité, fait que je me dis, toute activité est inspirante aussi. Livre, ça, j'en ai parlé. Spectacle, tout spectacle pour moi est bon, aller chercher, comme là, je te parlais d'un spectacle de Alexandra Templier qui était dans une petite église à Montréal. J'aime aller fafouiner toutes sortes de choses, dont peut-être des spectacles qui sont moins connus, pour être dans le vivant, dans un espace vivant tout le temps. C'est sûr qu'il y a des grosses productions qui, des fois, nous chamboulent parce que
il y a des grands budgets, il y a des grands... Mais j'aime le petit aussi, qui nous chamboule par son honnêteté, simplicité. Fait que ces projets-là me chavirent tout le temps, de voir comment un artiste peut être sur quelque chose pendant des mois, obsédé par le murmure du vivant. Pour ça, c'était le titre, c'était vraiment ça, le son. Fait que pour moi, ça me parle, toutes ces... sinon, art visuel, en ce moment, ce que j'aime regarder, c'est les collages de ma fille. Fait que, ou le tricot de mon autre fille. Fait que tout ce qui se crée des mains de ceux que j'aime m'inspire beaucoup. Cette capacité-là de création de chacun. Mes élèves m'inspirent, leur volonté tu m'inspires dans ta façon de vouloir rencontrer. Fait que l'humain m'inspire beaucoup. Ouais. En tout cas, c'est utopique, là. J'essaie toujours de me garder ça en tête avec tout ce qui se passe dans le monde, mais de m'arrimer à la rencontre qui est inspirante. Merci beaucoup, Isabelle. On touche à la fin. Et... merci. Merci à toi. J'espère que j'ai bien répondu. Ouais, c'est super. Tout. C'est super, vraiment inspirant. Ouais. C'est trop cool. Je suis trop content d'avoir pu échanger avec toi sur ces questions.